La physiologie végétale, et surtout la photosynthèse, ça peut vite devenir un véritable casse-tête académique, surtout quand on prépare des concours exigeants comme le CAPES ou l'agrégation. Du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de faire une vidéo du cours, une vraie synthèse visuelle, rigoureuse et bien structurée, pour transformer cette montagne de données physiologiques en un récit super clair. On va partir de la physique quantique de la lumière pour atterrir directement dans les champs, sur les réalités agronomiques. C'est l'occasion en or de bétonner ces concepts complexes d'une manière franchement inoubliable. On y va ? Au programme de cette synthèse, 1. L'usine cellulaire. 2. La phase photochimique. 3. Le cycle de Calvin. 4. Les stratégies adaptatives. Et pour finir, 5. La photoprotection. Partie 1. L'usine cellulaire, le chloroplaste. Allez, on plonge directement là-dedans pour poser nos bases académiques. La photosynthèse oxygénique, c'est pas juste créer de la matière à partir de lumière. Fondamentalement, on parle d'une gigantesque réaction d'oxydoréduction. L'énergie lumineuse, elle va littéralement arracher des électrons à l'eau pour finalement aller réduire le carbone. Et là, attention au piège classique des concours, regardez bien l'équation. L'oxygène qui est dégagé à la fin provient intégralement et strictement de la photolyse de l'eau. Pas du CO2, il faut exactement 12 molécules d'eau au départ pour que tout le système tourne. Et tout ce grand spectacle se déroule à l'intérieur du chloroplaste. L'ultrastructure qu'on voit ici, elle nous prouve un truc essentiel. En physiologie, la topologie fait tout le travail. On a une ségrégation spatiale absolument vitale. Les thylakoïdes s'empilent pour former les granats et ils sont connectés par ces lamelles stromatiques. Toute cette compartimentation, c'est pas juste pour faire joli, ça permet d'isoler hermétiquement l'espace intérieur, le lumen, du stroma tout autour. Sans ce réseau d'étanchéité parfait, il serait physiquement impossible de créer le fameux gradient de protons. Et sans ce gradient, zéro production d'énergie. On passe à la partie 2, la phase photochimique. Alors ce qui est vraiment fascinant ici, c'est de voir comment la nature arrive à contourner une impossibilité thermodynamique pure et dure. Spontanément, les électrons ils n'ont aucune envie d'aller de l'eau vers le NADP+. C'est une réaction super endergonique. Le couple de l'eau a un potentiel redox hyper positif, à plus 0,82 volts, alors que le NADP+, est ultra électronégatif, à moins 0,32 volts. C'est une sacrée pente à grimper. C'est là qu'intervient ce fameux schéma en Z. L'énergie de deux photons successifs, captés par les photosystèmes 2 et 1, agit comme un double ascenseur énergétique. La lumière force littéralement ces électrons à franchir ce gouffre. C'est bluffant. Et l'objectif de ce grand voyage électronique, il est double. D'abord, on fabrique du pouvoir réducteur, le NADPH. Ensuite, pendant que les électrons se baladent, surtout en passant par le complexe cytochrome-CBIF, on pompe massivement des protons vers le lumen. Bim, ça crée la fameuse force protomotrice. L'ATP synthase s'en sert alors pour fabriquer de l'ATP. Mais, petit détail crucial, la suite des opérations a besoin d'un ratio super strict, 3 ATP pour 2 NADPH. Du coup, la cellule met en place un transport cyclique juste autour du photosystème I, qui pompe uniquement des protons, pour ajuster exactement cette balance avant de passer à la phase d'après. Ce qui nous amène à la partie 3, le cycle de Calvin-Benson. À ce stade, on quitte la membrane des thylakoïdes pour nager dans le fluide autour, le stroma. Le cycle de Calvin-Benson, c'est de la mécanique de très haute précision, réglée en 3 étapes. 1. La carboxylation. C'est là que la célébrissime enzyme Rubisco attrape le CO2 pour le fixer sur un sucre à 5 carbone. 2. La réduction. On claque l'ATP et le NADPH durement gagné juste avant pour former un vrai sucre, un triose phosphate. Et 3. La régénération, indispensable pour relancer la machine. Au passage, truc hyper important pour les copies, ces enzymes sont finement régulées par le système ferrédoxine-thiorédoxine. En clair, elles tournent à plein régime sous la lumière, mais se bloquent complètement dans le noir. Sans lumière, pas d'électrons et les enzymes s'oxydent direct. Donc le point crucial à retenir ici, c'est la facture de l'opération. Construire du sucre, ça coûte une fortune en énergie. La stoichiométrie ne ment pas. Pour réussir à fixer seulement 3 petites molécules de CO2 et sortir un seul malheureux triose phosphate vers le cytosol, le chloroplaste claque 9 molécules d'ATP et 6 molécules de NADPH. C'est un investissement colossal. Mais ça justifie absolument toute la machinerie infernale qu'on vient juste de voir. Partie 4. Stratégie adaptative. C4 et CAM. Bon, la nature est géniale, mais là c'est raté. Et le plus gros raté, c'est la Rubisco. Elle a un terrible défaut de fabrication, une activité oxygénase qu'on appelle la photorespiration. En gros, elle se trompe de cible, dissipe l'énergie et fabrique même des trucs toxiques, un vrai cauchemar évolutif. Pour survivre, certaines plantes ont dû bricoler des mécanismes de concentration du carbone hallucinants. Les plantes C4, comme le maïs, optent pour la séparation spatiale. Elles ont une anatomie spéciale en couronne. Elles fixent d'abord le carbone ailleurs avec une autre enzyme pour ensuite le bombarder de force sur la Rubisco, bien à l'abri dans une gaine étanche. Les plantes CAM, celles des déserts, font pareil mais dans le temps. Elles ouvrent leurs stomates la nuit pour garder l'eau, stockent le carbone et font tourner la Rubisco de jour, porte fermée. Deux ruses incroyables pour masquer la nullité de la Rubisco.
Passons à la suite pour voir comment tout ça s'articule face à une épreuve de concours typique. Imaginez cette question redoutable d'écophysiologie. Si le mécanisme C4 est une si bonne idée pour bloquer cette photorespiration toxique, pourquoi est-ce qu'on ne trouve presque aucune plante C4 dans nos forêts tempérées ou froides? Pourquoi ça reste cantonné aux zones chaudes et tropicales? La réponse, c'est de la pure comptabilité énergétique. Faire tourner la pompe à carbone du système C4, c'est loin d'être gratuit, ça pompe 2 ATP en plus par CO2 fixé. Dans un climat froid, la rubisco se tient plutôt à carreau. Son affinité pour le CO2 augmente naturellement, donc la photorespiration reste hyper basse. Dans ces conditions, les plantes C3 classiques sont bien plus rentables. Par contre, quand le thermomètre explose sous les tropiques, la solubilité des gaz change complètement et la rubisco se met à faire n'importe quoi avec l'oxygène. Les pertes deviennent tellement catastrophiques qu'à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, ça vaut vraiment le coup de payer le prix fort des 2 ATP supplémentaires de la pompe C4. Bref, l'évolution fait toujours très bien ses comptes. Ce qui nous amène à notre dernière partie, la 5. Photoprotection et facteurs limitants. Prenons un tout petit peu de recul. La vie d'une feuille, c'est pas juste produire à fond les ballons, c'est surtout survivre à son propre moteur. C'est le dilemme ultime de la plante, capter un maximum de lumière sans cramer la boutique. Si trop de lumière arrive d'un coup, la chaîne d'électrons sature. Ça produit des dérivés réactifs de l'oxygène, un vrai poison qui bousille la protéine D1 du photosystème 2 en continu. La parade, c'est le NPQ, l'extinction non photochimique. C'est la capacité vitale du chloroplaste à capter que le lumen devient beaucoup trop acide et à utiliser des pigments spéciaux pour dissiper tout cet excès d'énergie sous forme de chaleur inoffensive. Sans cette soupape de sécurité thermique, la plante serait littéralement cuite au premier rayon de soleil de midi. Et ça illustre brillamment la fameuse loi des facteurs limitants de Blackman. Ça relie la biochimie microscopique à l'agronomie à grande échelle. La photosynthèse, c'est un travail à la chaîne, donc ça va toujours à la vitesse du maillon le plus lent. Par exemple, on peut inonder une serre de lumière, mais s'il fait soudainement très froid, la cinétique de l'enzyme rubisco va s'effondrer. Du coup, embouteillage général. Le cycle de Calvin ralentit, ça bloque toute la chaîne d'électrons en amont, et là, la plante doit activer son NPQ en urgence absolue pour survivre à l'énergie qu'elle ne peut plus absorber. Chaque petit facteur de l'environnement, que ce soit la température ou l'eau, peut prendre toute la cellule en otage. En fin de compte, s'il ne fallait retenir qu'une seule idée de toute cette synthèse, c'est cette citation parfaite. La rubisco est une enzyme structurellement imparfaite, la photorespiration est un mal nécessaire évolutif. C'est fou d'y penser. Toute cette incroyable usine photosynthétique, avec ses compartiments millimétrés, ses transports cycliques sur mesure et ses adaptations anatomiques de dingue, ce n'est finalement qu'un immense numéro d'équilibristes évolutifs. Tout ça pour compenser le défaut de base d'une seule enzyme, tout en jonglant avec la puissance terrifiante de la physique quantique. Ce qui laisse une dernière question passionnante pour demain. On sait aujourd'hui que les plantes perdent un temps fou et jusqu'à 30% de leur rendement juste parce qu'elles ajustent trop lentement leur thermostat, le fameux NPQ, quand un simple nuage passe dans le ciel. Alors avec ce qu'on sait maintenant de ces rouages biochimiques intimes, est-ce que modifier génétiquement la réactivité de ce NPQ ne serait pas la clé absolue pour faire exploser les rendements agricoles et assurer la sécurité alimentaire mondiale? Voilà de quoi bien faire chauffer les neurones.